Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Madeleine Rudigo-Lasserre. Histoire de Pérouges. Préface de Guy de la Chapelle et de Georges Thibault. Du même auteur. Petite histoire de Bordeaux. Dessin de Patrick Amblevert Loubatière 1988. Chant des morts, avec Philippe Prévost Office de tourisme de Bordeaux. Villes et cimetières en France, de l'Ancien Régime à nos jours, L'Harmattan 1997. Victorine Monniot ou l'éducation des jeunes filles au XIXe siècle, L'Harmattan 1999. Moi, Eugénie de Coucy, Maréchal Oudinot, Perrin 2000. Réédité en 2010 par L'Harmattan sous le titre Les Cahiers bleus de la Maréchal Oudinot. Moreau ou la gloire perdue, L'Harmattan 2002. Delphine de Girardin, journaliste et femme de lettres au temps du romantisme, Perrin 2003. Lily et l'oreille blessée, le récit d'une acouphénique, sous le pseudonyme Charlie Rudigo, L'Harmattan 2004. Le portrait double Julie Candeille et Giraudet, L'Harmattan 2005. Louise, reine des Belges, 1812 à 1850, Perrin 2006. Montalembert Dieu, L'amour et la liberté, L'Harmattan 2009. La princesse de Ligne, un destin européen, L'Harmattan 2012. Lucie de la Tour du Pin 1770 à 1853, Marquise Courage, Sud-Ouest 2014. Histoire de Bordeaux, Sud-Ouest 2014 à 2M édition 2017. Lily à Alger, une jeune prof dans une ville en guerre, 1961 à 1962. Copyright L'Harmattan 2017. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.harmattan.fr. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 343 11 965 6. EAN 9 782 343 119 656. À tous mes ancêtres Rudigo. À tous ceux qui ont bâti, aimé, défendu Pérouges et qui persévèrent dans cette œuvre de défense et d'illustration. Préface. C'est avec plaisir que je préface le livre de Madeleine Lasserre qui fera date dans l'histoire de notre cité. Il s'agit non seulement d'une relation historique documentée, établie avec la rigueur universitaire de son auteur, mais également une évocation agréable de Pérouges, associée à celle de Meximieux tant les relations sont étroites entre les deux villes. Au fil des pages, vous suivrez la naissance de la cité, son essor reposant sur ses ressources agricoles, son artisanat et son commerce, son déclin lorsque la transformation des moyens de communication la laisse à l'écart et enfin sa renaissance grâce au développement du tourisme. Autour de Pérouges, le monde a changé mais restent les vieilles demeures qui en font le charme. Certaines familles citées dans cet ouvrage y sont encore bien présentes, comme un lien entre le passé et l'avenir. Cet ouvrage permet d'apprécier l'importance du travail effectué par le Comité de défense et conservation du Vieux Pérouges depuis le début du XXe siècle, sans lequel la cité ne serait plus. Un immense merci à Madeleine Lasserre pour cet ouvrage précis, dense mais également très agréable à lire tant la plume est alerte, ouvrage qui comblera les amoureux de Pérouges et ils sont légion. Guy de la Chapelle. Ancien maire de Pérouges. La famille Rudigo est certainement l'une des plus anciennes de Pérouges puisqu'un certain Georges Rudigo possédait déjà en 1527 un moulin sur le Longevante, et qu'une de ses branches est encore propriétaire d'une maison rue des Rondes. Dans son enfance, Madeleine a souvent été bercée par les échos de la cité dont son père Charles était un ardent défenseur. Trésorier du comité de défense et conservation du Vieux Pérouges pendant 20 ans, il était aussi le grand ordonnateur des manifestations du comité dont les fêtes de la nuit de Noël, la grande journée du tricentenaire de la mort de Vaugelas ou la remise de la Légion d'honneur à son grand ami Francisque Thibault. Déjà étudiante, elle avait fait des recherches sur la vie de notre cité au Moyen Âge, déchiffrant l'organisation de la confrérie de Saint-Crépin. Écrivain de qualité à sa retraite, spécialiste des biographies dont elle a déjà publié une douzaine de volumes, il était tout à fait naturel que cette plus jeune agrégée de France en histoire, à 22 ans, s'intéresse de très près à l'histoire de Pérouges.
À l'issue d'un travail d'investigation minutieux dans nos archives, communales et paroissiales, ayant consulté de nombreux ouvrages très souvent partiels sur le sujet, elle nous livre aujourd'hui le fruit de son travail. C'est une très belle réussite car Madeleine a mis son style littéraire tout en finesse et légèreté, vivant, divertissant même, au service d'une érudition sérieuse. Cette histoire de Pérouge se lit comme un roman. Les nombreux amoureux de la cité se réjouiront de cette publication qui comble un manque par sa vision globale d'une longue période de vie pérougienne. Voilà une pierre importante apportée à la connaissance de notre cité. S'il ne peut y avoir de véritable avenir sans une connaissance du passé, si nos vieilles pierres ont une âme que l'on découvre et que l'on aime parce que l'on connaît l'histoire de leur long cheminement, alors Madeleine Rudigo-Lasserre aura mérité notre reconnaissance pour avoir réalisé cet ouvrage aussi utile qu'agréable à lire. Georges Thibault, secrétaire général du comité de défense et conservation du Vieux Pérouge. Le territoire de Pérouge. Au premier plan, le hameau du péage qui abrite désormais l'école de Pérouge et du bourg Saint-Christophe. Entre le péage et la cité, une zone préservée non constructible, Descrêpes-les-Vins. Un territoire éclaté en 4 pôles, la cité, le clos, l'Aglaé, le péage, rappant sur la route de Lyon. Un territoire mal desservi par les grands axes de circulation qui évitent le rebord de la côtière, sauf Rappan situé en bordure de la RN 84. Triple trait parallèle de la route nationale, de la voie ferrée et de l'autoroute A42. Un territoire plus vaste que celui de Meximieux pour une population bien moindre. 1. Aux origines. Une toponymie incertaine. Juchée sur le revers de la côtière, la vieille cité de Pérouge se voit de loin, telle une vigie dominant la plaine de l'Ain au nord-est de l'agglomération lyonnaise. Aux portes de la Bresse et de la Dombes trouée d'étangs, Meximieux à ses pieds, Pérouge regarde résolument vers l'est, vers le Bugey et au-delà des Alpes, vers cette Italie centrale lointaine d'où, selon la tradition, seraient venus ses fondateurs étrusquins, fuyant le joug romain. Pérouge, Perugia, la parenté des toponymes est si troublante qu'il est tentant de les associer. Pérouge, une colonie étrusque ? Peut-être. Mais en l'absence de documents, il est impossible d'en faire une vérité historique. Un passé romain ? Ce qui est attesté en revanche, c'est l'existence de Meximieux et de Pérouge à l'époque gallo-romaine. Pour Meximieux, l'occupation gallo-romaine a été prouvée par plusieurs découvertes, monnaies, inscriptions funéraires, vestiges de soubassements sous le presbytère. Pour Pérouge, le passé romain est moins net. Persiste néanmoins dans les vieux plans et écrits d'histoire locale la mention fantaisiste d'une haute tour dite tour romaine II, aujourd'hui disparue. Meximieux, Pérouge. Pérouge, Meximieux. Pourquoi accoler sans cesse ces deux localités alors qu'elles sont si dissemblables ? Meximieux la moderne et Pérouge la vieille cité rescapée de l'oubli. Il ne faut pas se prononcer trop vite. L'histoire révèle que pendant des siècles, leurs destins ont été liés dans la collaboration et plus souvent, dans l'affrontement. Un document municipal de Pérouge du 6 juin 1790 souligne une proximité parfois difficile à supporter. Le village de Meximieux est contigu à la ville de Pérouge, c'est-à-dire qu'il n'est tout au plus qu'à 2 portées de fusil de distance. Village, ville, la hiérarchie des mots a son importance. Et que dire de l'image du fusil ? Occupation humaine très ancienne dans la plaine de la Valbonne. Si Pérouge s'accroche au rebord du plateau, son territoire actuel, plus vaste que celui de Meximieux, s'étend au sud dans la plaine arrosée par le Longevante jusqu'aux sables et graviers de la Valbonne. Sur ce territoire, l'occupation humaine est très ancienne. Au lieu-dit Croix-Tombée, à proximité de l'autoroute A42 et du camp de la Valbonne, on a mis à jour de 1975 à 1979 une nécropole qui, même incomplètement fouillée, a livré des vestiges datés de l'âge du cuivre pour les plus anciens, 2000 avant Jésus-Christ et de l'époque mérovingienne, 5e siècle après Jésus-Christ pour les plus récents. Avant l'implantation du christianisme, les nécropoles étaient rejetées à l'extérieur des groupements humains. À quelle occupation humaine correspondait cette nécropole ? Meximieux ? Pérouge ? Un autre groupement, près du péage actuel de l'autoroute au lieu-dit ferme de la Valbonne, sur l'ancien tracé d'une voie romaine reliant Lyon à Genève. Découverte d'une borne milliaire 3 ? On l'ignore. Force est de reconnaître avec sagesse et humilité
que nous ne savons pas grand-chose des premiers temps de Pérouges. Reste le joli rêve étrusque. 2. Les premiers seigneurs de Pérouges. La terre et le ciel. Des siècles muets. Invasion barbare et au Moyen-Âge oblige l'historien à enjamber des siècles muets, faute de documents et des époques particulièrement troublées. À la fin de l'époque carolingienne et après les dernières invasions normandes, Xe siècle après Jésus-Christ, il n'y a plus de pouvoir central, ni roi ni empereur pouvant se faire obéir mais une multitude de seigneurs, petits ou grands, qui se disputent l'autorité de justice, les terres et les revenus. L'insécurité pousse à construire partout des châteaux forts, à clore les villes et à se soutenir par des liens personnels. La féodalité met en place autour de Pérouges et dans la plaine de l'Ain, comme partout ailleurs, une hiérarchie emboîtée de seigneurs suzerains dominant des seigneurs vassaux. Le seigneur assure à son vassal des moyens d'existence en lui confiant un domaine ou fief. En échange, le vassal prête main forte à son suzerain en cas de besoin et lui jure fidélité. La famille Danton. Vers 1070, l'archevêque de Lyon, grand seigneur terrien lui aussi, fait construire sur le point haut de Meximieux un château ceint de fossés et de murailles. En face, pour contrebalancer la puissance de l'église de Lyon, le comte de Forêt donne vers 1100 à Guichard Ier, seigneur Danton I, la possession d'un fief découpé autour de Pérouges. Ce premier seigneur attesté de Pérouges aurait participé à la première croisade, 1095, et à cette occasion aurait choisi des armoiries devenues celles de Pérouges, de gueules au dragon d'or. Tout naturellement, le saint patron de Pérouges devint Saint Georges, un guerrier casqué, cuirassé, qui terrasse un dragon, symbole du bien triomphant du mal d'eux. Une cité bien défendue. Vers 1170, un descendant du comte de Forêt revient sur la donation et cède le fief de Pérouges à la très puissante église de Lyon. Curieuse époque où les territoires, avec leurs habitants, se donnent, se reprennent, s'échangent, se vendent selon les intérêts du moment. Ces pratiques se font rarement dans la douceur. Saint-Georges terrassant le dragon. Église Sainte-Marie-Madeleine, vers la porte latérale. Cliché de l'auteur. Les temps sont d'une rare violence. Guichard de Danton, refusant d'être dépossédé, aurait mis Pérouges en alerte et un chroniqueur de la baronnie Danton livre un récit hautement fantaisiste, mais révélateur de l'humeur belliqueuse de l'époque. Les troupes de l'archevêque étaient au pied des murailles et se préparaient à en saper les fondations. 2 catapultes menaçaient les assiégés. La garnison de Pérouges faisait bonne contenance devant les préparatifs d'attaque. Elle avait foi dans son courage comme dans la force de sa position. La grosse tour ainsi que les murailles étaient couvertes d'armes offensives et défensives. Une grosse tour ? La tour carrée de la porte d'en haut ? Était-elle déjà construite ? On l'ignore. Tour et muraille sont des termes vagues et généraux. Cette tour était probablement le donjon du château féodal des seigneurs Danton. Ce château, aujourd'hui disparu, occupait l'emplacement d'un quartier de Pérouges qui paraît relativement moderne à gauche, après la porte d'en haut, entre le monument aux morts et la vieille rue de la Tour. Les murailles ? Le système défensif de Pérouges a été remanié au cours des siècles. Les vestiges actuels révèlent qu'à la fin du Moyen-Âge, Pérouges était une ville bien défendue par une double enceinte. Un rempart extérieur marqué par la haute paroi de l'église, une porte en arc brisé et les ruines d'une barbacane. À 10 ou 20 mètres de là, un rempart intérieur auquel étaient adossées les maisons de la rue des Rondes entourait la cité en forme d'ellipse 3. Sur 3 côtés au moins, des fossés, au sud, promenade actuelle des terreaux, permettaient d'accroître la verticalité des murailles. Mais au-dessus des seigneurs et de leurs ambitions terrestres, il y a l'Église toute puissante, respectée et crainte à la fois. Devant la redoutable menace de l'excommunication, c'est-à-dire de la mise à l'écart, Guichard II abandonne toute résistance et se reconnaît vassal de l'archevêque de Lyon tout en gardant la main sur Pérouges. Par mariage, la seigneurie de Pérouges passe ensuite de la famille Danton à la famille de Genève puis en 1328, au comte de Vienne, encore appelé dauphin de Viennois pour avoir mis un dauphin dans ses armoiries 4. Dans une société médiévale où les rapports sont régis par la force mais où la foi est très vive, l'Église est en position dominante. Elle joue un rôle essentiel de modération et de charité, au plus près des habitants. Elle détient le savoir et la richesse en prélevant un impôt, la dîme et en profitant de nombreux dons. Monastères,
églises et prieurés se multiplient pour affirmer sur terre la prééminence de Dieu, souvent dans l'orbite de riches abbayes comme celle de Cluny en Bourgogne. À Pérouges, dès les Xe et XIIe siècles, on compte plusieurs sanctuaires. Dans la plaine de la Valbonne, près de l'ancienne voie romaine, la chapelle Saint-Martin devenue église paroissiale du hameau de Saint-Martin-des-Champs. Dans la ville close, le prieuré Saint-Pierre, rattaché à Cluny, dont les fondations ont été retrouvées près de l'église actuelle. Ce prieuré était accompagné du premier cimetière de la cité, le christianisme introduisant l'inhumation au plus près d'un lieu sacré. Sur une éminence au sud de la cité et nettement détachée d'elle, une chapelle, elle aussi dans la mouvance de Cluny, était placée sous le vocable de Saint-Georges, chapelle appelée même à devenir quelque temps église paroissiale lorsque le prieuré Saint-Pierre s'avéra trop petit. Enfin, entre Pérouges et Meximieux, la chapelle Notre-Dame-de-Grâce disparue était une fondation vénérée, un lieu de pèlerinage à proximité d'une source réputée miraculeuse. Par ailleurs, les deux cités de Pérouges et de Meximieux ont certainement eu des liens étroits avec l'abbaye royale de Chassagne toute proche 6. On prie à cette époque lointaine pour son salut, pour implorer la guérison, pour éloigner les calamités, pour obtenir que la guerre et la rapine épargnent les maisons et les champs. 3. Entre Dauphiné et Savoie, 1328 à 1468. Liberté des gens, malheur des temps. Les habitants des bourgs médiévaux, les bourgeois, se sentent en sécurité sous la sauvegarde de leur seigneur et à l'abri de leurs murailles. Ils bénéficient en outre d'un bien plus précieux encore. La liberté personnelle et la liberté de s'organiser à leur guise. Habiter en ville rend libre. C'est le cas à Pérougin. Les seigneurs dauphinois, soucieux de s'attacher cette nouvelle acquisition, soucieux de faire prospérer la cité, c'est leur intérêt, lui accordent coup sur coup 3 chartes favorables. Les 3 chartes. Le 1er janvier 1329, Henri Dauphin, régent du Dauphiné, confirme solennellement toutes les franchises obtenues du temps des seigneurs d'Anton. Hommes et femmes de Pérouges sont reconnus libres avec la pleine jouissance de leurs biens. À ce titre, ils sont dispensés de la taille, marque de servage mais ne sont pas libérés dans leur vie quotidienne des multiples droits seigneuriaux. La liste en est longue et évolutive. Donnons quelques exemples: les fouages, impôts directs répartis entre feux ou habitations, les péages de taxes sur les marchandises qui entrent en ville, les laides, droits à acquitter pour pouvoir vendre au marché, les toisés, impôts sur la façade des maisons donnant sur la rue, etc. Comme bourgeois, les pérougeards ou pérougiens ont aussi des obligations. Assister aux assemblées communales, payer des impôts communaux, contribuer aux guets et à l'entretien des fortifications. De nouvelles libertés leur sont reconnues. Le droit de vendre leur vin et d'une manière générale, de faire du commerce. La deuxième charte, concédée en 1334, garantit les habitants de Pérouges contre l'arbitraire de la justice seigneuriale. Enfin la troisième charte, dite la Grande Charte de 1343, octroyée par le dernier comte du Dauphiné, Humbert II, reprend les 2 chartes précédentes en y ajoutant 11 articles favorables comme l'interdiction de saisir le bétail ou l'interdiction de saisir un délinquant s'il peut offrir une caution convenable. Toutefois, cette bienveillance seigneuriale n'a rien de gratuit. En conclusion de la Grande Charte, Humbert II reconnaît avoir reçu la somme de 150 florins d'or, dédits bourgeois, agissant au nom de leur communauté. La liberté est réelle, mais se paie. Relevons le terme de communauté. Il y a à Pérouges au XIVe siècle une organisation sociale et politique assurée par les habitants eux-mêmes, représentée par un syndic. Comme le seigneur en titre est loin, qu'il n'habite pas Pérouges, il délègue ses pouvoirs d'ordre et de défense de la cité à un homme de confiance, promu capitaine de châtellenie, incarnant au château féodal pouvoir militaire, gestion des comptes et garant de la justice. En 1349, Humbert II, désespéré par la mort de son fils unique, fait don de ses états au roi de France à condition que l'aîné des princes royaux perpétue le titre de dauphin. Cette donation est de très courte durée puisque dès 1355, le roi de France, Jean le Bon, à court d'argent, il bataille contre les Anglais dans ce que l'on a appelé la guerre de 100 ans, conscient de l'anarchie qui sévit dans son royaume et de son impuissance, cède au comte de Savoie les terres qui lui avaient été données, entre autres les seigneuries de Meximieux et de Pérouges.
Reste de cet épisode le titre de dauphin porté jusqu'à la Révolution par l'héritier du trône de France. Des temps mauvais. 14e et début 15e correspondent à une période noire. Ce sont les temps mauvais des guerres, des crises économiques et des grandes épidémies. La peste noire décime la population. Le mal sévit dans sa plus grande ampleur en 1348-1350. Lorsqu'Amédée VI de Savoie, dit le comte Vert, prend possession de son fief de Pérouges, constat est fait que nombre de terres restent en friche, faute de paysans. Si le mal s'apaise après 1350, il se ranime encore à différentes reprises. Le châtelain de Pérouges mentionne que la pestilence qui a régné à Pérouges presque toute l'année 1419 a empêché une enquête ordonnée par le Conseil de Savoie. En 1421, la peste ravage encore le pays et gêne le commerce même si, pour le faciliter, la franchise de péage est accordée aux Juifs alors que Meximieux leur interdit ses portes. Difficile d'évaluer alors la population de Pérouges. En 1435, les comptes du châtelain signalent l'existence de 125 feux 4, indication qui reste approximative. Ce que l'on sait, c'est que le prieuré est devenu insuffisant et qu'une grande et belle église est en construction à côté de la porte d'en haut. Maisons ordinaires, maisons cossues. Nombre de maisons individuelles en bois, torchis et pans de bois, sont serrées les unes contre les autres et sujettes aux incendies mais à Pérouges dès le XIIIe mai. Surtout le XIVe, XVe se construisent de hautes maisons à plusieurs niveaux en moellons de tuf 5, en carrons de terre cuite, en galets glaciaires disposés en épis, en colombage à pans de bois avec remplissage de pisé. Des maisons soignées, comme la maison Cazin, à l'angle de la rue des Rondes et de la rue de la Halle ou l'hostellerie, mais des maisons sans hygiène. S'il y a quelques citernes dans la cité pour récolter l'eau de pluie, dont l'une sur la place de la Halle, un seul puits dans l'enceinte du château alimente Pérouges jusqu'à la Révolution. Il est réparé avec soin en 1355. Les rues sont sales, souvent encombrées de paille et de déchets. On y déverse eau résiduelle et contenu des récipients en tout genre, les maisons n'ayant de latrines, pour les mieux équipées, qu'à partir de 1434. Une cité commerciale. Grâce au détail des chartes, on a une première recension des activités de Pérouges, dont la plus rémunératrice est sans doute le commerce. Les marchands de France passent par Pérouges pour se rendre de Lyon à Genève. Sous la halle de bois installée sur la place centrale, se tient un marché tous les samedis. Les paysans y proposent denrées alimentaires, volailles et produits de la pêche. Les bouchers sont tenus d'y livrer de la bonne viande, bien contrôlée car provenant de l'abattoir seigneurial de Meximieux. Marchands d'étoffes, tanneurs, cordonniers, merciers, serruriers, chaudronniers et autres fabricants installent leurs produits sur des tréteaux. Cette halle déjà ancienne est restaurée en 1366 car la charpente en était toute pourrie. Une foire s'y tient à la Saint-Martin, mi-novembre, en débordant sur les fossés des fortifications 6. Dans les tavernes se vend le petit vin des Chevalières 7 et autres coteaux de la Châtellenie. Sur les vins vendus au détail à Pérouges est prélevé un impôt communal plutôt léger, le droit de tavernage. Sur le Longevente s'égrènent plusieurs moulins et chacun peut cuire dans son four particulier comme bon lui semble, pain, galettes, pâtés et pâtisseries. La chasse est certes réservée aux seigneurs mais ce dernier n'en tire qu'un maigre revenu, les Pérougeards ne se privant pas de garennes, ni même de perdrix en bravant les peines encourues. Ils se dédommagent ainsi des dégâts causés par la meute des chiens de chasse de monsieur et de madame, lorsqu'il prend fantaisie au seigneur de Savoie de venir sur cette terre avancée. Une vie quotidienne réglementée. La vie en société obéit à des règles précises. Le châtelain de Pérouges aidé d'un lieutenant, éventuellement d'un ou deux sergents, fait régner l'ordre à coups d'amende soigneusement échelonnés. Tout peut être prétexte à infraction et amende. Par exemple, en 1420, une amende de 3 florins est infligée à Jean Brenier pour avoir volé 2 pièces d'étoffe à la halle de Pérouges. Une autre amende est infligée pour une quête sur la voie publique sans autorisation et pour une dénonciation de conduite légère. Les délits plus importants sont jugés 1 ou 2 fois par an par un juge de Bresse agréé par la cour de Savoie, qui vient installer son bureau sous la halle. Il y a une prison dans la tour du château ou dans une pièce de la maison du sergent de justice 8, mais la surveillance n'y est guère rigoureuse, on peut s'en échapper. Pour les crimes passibles de pendaison ou d'une exécution capitale, Pérouges n'a pas de bourreau.
le châtelain fait venir de Bourg à grands frais un grand carnassier, mais la circonstance est rarissime. Les délits les plus fréquents sont des chapardages, des braconnages, des querelles de voisinage, des fraudes, des abus ordinaires. Le siège de Pérouges. Par la paix d'Arras en 1435, le fastueux duc de Bourgogne abandonne le camp anglais et se range aux côtés du roi français Charles VII. La guerre de Cent Ans touche à son terme sans que cessent menaces et coups de force. Nombre de soldats renvoyés sans argent sillonnent les campagnes, se muant en pillards et en égorgeurs. Ce sont les redoutables écorcheurs qui, en 1444, passent au large de Pérouges en semant la terreur. Pérouges est plus que jamais sur le qui-vive. On répare le château, on entretient les fossés. Fausse alerte cette fois-ci, mais 20 ans plus tard, le seul siège attesté de Pérouges forge la réputation d'une cité imprenable. Pour en comprendre l'origine, il faut raconter une histoire de trahison et de vengeance, démêler dissensions familiales et affrontements politiques entre féodaux ambitieux et rancuniers. En 1465, le duc Louis de Savoie meurt, laissant le pouvoir à son fils Amédée. Le nouveau duc est un proche et un fidèle du roi de France Louis XI dont il a épousé la sœur. Or, quelques années avant sa mort, le duc Louis a confié la Bresse à un autre de ses fils, Philippe de Savoie, comte de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.